nous allons commencer cette dernière table ronde, chers amis, après une journée déjà très riche. Chacun ici présent a pu s'en rendre compte et y a pris une part active. Merci à toutes et à tous. Avec Gilles Finkelstein, nous allons animer cette dernière table ronde. Alors, on aura un rôle très en retrait. Ce qui compte, c'est d'écouter ce que veulent nous dire les participants qui ont bien voulu s'associer à nous ce soir. Je m'appelle Dominique Régnier, je suis donc directeur général de la Fondation pour l'innovation politique qui est associée à cet événement, le Sursaut. Nous en sommes très fiers et je veux dire ici à quel point nous nous réjouissons d'avoir été aux côtés de Simone Rodan et JC qui a eu l'initiative de cette journée. Et vraiment, c'est une grande fierté pour nous d'être ici. Et on lui dit notre reconnaissance. Vous savez, c'est beaucoup de travail, tout ça, et ça se passe merveilleusement bien. Le thème de notre discussion est inscrit, vous le connaissez, face à des identités multiples, comment écrire un récit commun. Et simplement, mais nous sommes d'accord avec Gilles pour être très rapide sur cet aspect-là, mais simplement, pour témoigner de la manière dont on peut lire une interrogation, pour ce qui me concerne, et en guise, je dirais, d'invitation à reprendre cette remarque, cette réflexion au bon, ou bien à la délaisser si elle n'a pas l'intérêt quelconque, simplement dire qu'au fond, il est étrange qu'aujourd'hui, nous soyons en mesure de constater que nous avons des identités multiples et d'en faire une mauvaise nouvelle. C'est un drôle de paradoxe qui, moi, m'étonne beaucoup. Au fond, nous avons imaginé et construit au fil du temps des ensembles politiques qui se sont ordonnés peu à peu, après des crises, mais aussi après beaucoup d'efforts de la volonté et de la liberté, qui se sont ordonnés précisément pour accueillir la multiplicité de nos vies. Et je crois que sans être trop sommaire, on pourrait même dire que c'est une figure du progrès et de notre progrès que nous reconnaissons comme tel, que d'être en mesure d'accueillir au fur et à mesure que nous le souhaitons nous-mêmes la diversité de nos existences, de nos projets, de nos façons d'être, et que dans cette très belle diversité se joue l'essentiel de ce que nous sommes politiquement et ce que nous sommes capables de faire. Et au fond, aujourd'hui, tout se passe comme si cette diversité était devenue menaçante. Il y a des aspects qui sont assez classiques, qui font retour, des formes de peur de l'autre, de haine de l'autre, de gêne vis-à-vis de la diversité ou de la différence, des conflictualités qui se réaffirment et qui s'étaient peut-être assoupies seulement. Mais malgré tout, quelque chose de plus que cela, l'idée qu'au fond, nous avons de plus en plus de difficultés à faire entrer nos vies, nos projets, nos visions, nos substances individuelles dans un espace commun. Et au fond, la question du récit commun, aujourd'hui, est posée, non pas comme si nous pouvions dire, je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, mais non pas comme si nous pouvions dire, eh bien, ce récit commun, sans sophisme, ce récit commun, c'est précisément cette capacité que nous avons à ordonner nos vies et notre espace politique de telle sorte que nous pouvons ensemble poursuivre et notre vie commune et nos différences et nos existences, mais plutôt comme si le récit commun aujourd'hui était la recherche d'une identité fusionnelle qui est, je dirais, la thèse que l'on entend de plus en plus bruyamment aujourd'hui, à la recherche d'une identité fusionnelle, retrouver cette espèce d'unité perdue, comme s'il y avait un deuil de l'unité, alors que nous n'avons pas ce deuil-là, mais nous sommes face à une extraordinaire diversité qui, encore une fois, nous apparaît aujourd'hui étrangement, alors peut-être pas ici, et sans doute pas ici, mais le monde européen en particulier est frappé aujourd'hui par cette grande faiblesse de l'esprit qui est de voir un malheur dans l'expression de cette grande diversité, même s'il est évident qu'il y a des formes de conflictualité qui sont évidemment très problématiques. Gilles ?
Merci Dominique. Donc Gilles Finkelstein, je suis le directeur de la Fondation Jean Jaurès. Très heureux, moi aussi, que la Fondation se soit associée à cette initiative. Notre principal rôle, là, est d'être le maître des horloges avec cette contrainte particulière qu'il s'agit de la dernière table ronde avant la conclusion et que donc le temps est davantage contraint encore. Je vais donc essayer de donner moi-même l'exemple en parlant moins d'1 minute. Il y a une contradiction formidable dans la manière dont le débat sur l'identité est abordé. Par rapport à la génération de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, nos identités individuelles sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches, beaucoup plus mobiles. Et dans le même temps, on voudrait que notre identité collective soit beaucoup plus simple, beaucoup plus univoque et beaucoup plus statique. Le problème du débat sur l'identité n'est pas qu'il soit posé, c'est qu'il soit mal posé. Que la singularité, il n'y ait que singularité et qu'il n'y ait pas de commun, qu'il n'y ait que nostalgie et qu'il n'y ait pas projection. On parle de plus en plus du commun. Maintenant, il reste à définir ce mot. On dit espace commun, on dit valeur commune. Qu'est-ce que le commun et comment s'articule-t-il avec le singulier et comment s'écrit-il? Voilà, je crois, la question à la fois très simple et très complexe qui nous est posée, qui vous est posée. Et donc nous avons décidé de procéder de manière très originale puisque nous n'allons pas prendre l'ordre alphabétique mais prendre l'ordre alphabétique inversé. Et donc, pardon. Et donc, alors nous allons donc, je suis surpris, mais je reprends le micro. Nous allons commencer, cher Dominique Schnapper. Nous commençons par vous, si vous le voulez bien. Dominique Schnapper est sociologue. Je ne vais pas rappeler tous les ouvrages que vous avez écrits, mais vous avez particulièrement travaillé, dans divers travaux d'ailleurs, sur cette notion de commun et de monde commun. Donc je vous passe la parole tout de suite, pour à peu près 5 minutes, si vous voulez bien. Oui, je vais aller vite. Bon, je vous remercie. Étant passé dans ma vie de la lettre A à la lettre S, j'apprécie qu'on fasse l'ordre alphabétique inverse, parce que j'ai souvent beaucoup perdu à ce passage que, par ailleurs, je n'en regrette pas. Bon, par ailleurs, ayant l'âge d'être votre arrière-grand-mère, je ne suis pas sûre que les identités d'aujourd'hui, de la jeune génération, soient tellement plus complexes que celles des précédentes. Je pense que la complexité des identités ou de l'identité fait partie de la nature humaine, et tant mieux. Alors, c'est un problème qui a, d'une certaine façon, toujours existé. Et puisque tous les hommes sont divers par toutes sortes de caractéristiques, et que pour qu'ils vivent ensemble, il faut qu'ils se racontent une histoire commune. Et jusqu'à présent, cette histoire commune, ça a été l'histoire nationale. C'est-à-dire qu'il y avait un récit national dans lequel des gens de toute espèce d'origine, de toute condition sociale, de toute aspiration, de toute croyance religieuse, se retrouvaient dans un récit commun par lequel ils pouvaient communiquer. Et ce qu'on appelle couramment la nation civique, ce que j'ai aussi appelé la nation civique, a toujours comporté l'idée de transcendance de ces identités particulières, de ces différentes dimensions des identités particulières, mais n'a jamais impliqué soit la disparition, soit leur marginalisation. Alors ce qui est peut-être nouveau, c'est le rapport qu'il y a entre l'expression de ces identités particulières d'un côté et le récit commun de l'autre, et ce qui nous apparaît rétrospectivement dans le passé comme étant une espèce d'équilibre qui était assuré par le récit national. Et évidemment, le danger, c'est le moment où le récit national n'embraye plus, et où donc les récits particuliers, ceux qui sont liés à des identités particulières, prennent le pas sur les aspirations et sur les pratiques de la sphère politique organisée, justifiée, légitimée par ce parti
donc par ce récit commun qui est le récit national. Mais comme les individus ne sont jamais purement des citoyens, ne sont pas des abstractions qui se développent dans un espace abstrait qui est celui de l'espace public, c'est pourquoi je pense que les idées d'Habermas sont terriblement déconnectées de la réalité, parce que nous sommes des individus historiques avec nos caractéristiques. Quelquefois, cet équilibre entre le récit commun et l'expression des identités tente à pencher du côté d'identitaire d'une façon qui remet en question le récit commun. C'est ce qu'on appelle dans la vie commune le communautarisme, c'est-à-dire le moment où les identités particulières se mettent à marginaliser ce récit commun par lequel nous pouvons nous entendre tous par-delà nos spécificités. Il faut ajouter, alors, pour compléter cette introduction générale, que ce récit commun a toujours été plutôt national que civique. Il a été national parce qu'il s'est nourri d'une langue commune, d'institutions, de la pratique d'institutions communes, de l'héritage d'une histoire. Nous n'aimons pas tout dans notre histoire. Je n'aime pas plus la Saint-Barthélemy que la Terreur ou que bien des épisodes de l'affaire Dreyfus. Simplement, voilà, c'est notre histoire et nous nous inscrivons dans le prolongement de cette histoire et on peut rester fidèle à sa nation en critiquant ce qu'elle a fait, en critiquant ce qu'elle continue à faire. Et j'ai toujours été très frappée par un des résultats des sociologues, c'est que les combattants de la Seconde Guerre mondiale, pas ceux qui combattaient la résistance pour de grandes raisons, comme on en a parlé tout à l'heure, mais les soldats qui traversaient l'Atlantique du Milwaukee pour venir défendre, étaient beaucoup plus animés par leur patriotisme à l'égard de leur pays, plutôt que pour la défense des valeurs démocratiques. Autrement dit, quoi que nous pensions et que nous espérions de la nation civique, de l'adhésion aux valeurs démocratiques, elles ne sont pas vivantes, elles ne sont pas intériorisées si elles ne s'inscrivent pas dans une histoire nationale que nous, jusqu'à présent, nationale. Alors, dans l'avenir, nous espérons, ou nous n'excluons en tout cas pas, qu'il puisse y avoir quelque chose comme une citoyenneté européenne. Pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas, et je crois qu'il faut toujours penser que la nation, c'est pas le nationalisme, et que c'est par l'intermédiaire du récit commun que fournit une histoire nationale dans laquelle nous nous inscrivons, même avec toutes les critiques qu'il faut lui opposer, dans cette inscription qui puisse au moins transcender ces identités particulières pour certaines desquelles nous sommes très, très fortement engagés et que nous désirons prolonger. D'autres, finalement, qui peuvent être éliminées parce que toutes les traditions et toutes les identités ne sont pas toutes bonnes et il faut les soumettre à notre critique. C'est pas parce qu'elles ont été, c'est pas parce qu'elles sont traditionnelles, c'est pas parce qu'elles sont héritées qu'elles sont bonnes en tant que telles. Merci. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir de surcroît tenu dans les 5 minutes qui vous étaient imparties. Delphine Horviller, Dominique Schnapper vient d'évoquer ce risque que les récits particuliers prennent le pas sur le récit commun et à concentrer le récit commun sur l'histoire nationale. Est-ce que vous partagez cette définition-là ? Merci, bonjour, bonsoir à tous. Merci aux organisateurs d'avoir ainsi organisé une telle journée. Un bonjour particulier à Marceline, pour qui j'ai une immense affection et tendresse. Avant de répondre à la question et d'entrer dans cette question du récit commun face aux individualités, aux récits pluriels qui sont ceux de nos identités, j'aimerais d'abord vous raconter une petite anecdote que je n'avais pas prévu de vous raconter, mais elle s'impose à moi soudain, quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Et qui est totalement lié en réalité à ce dont on parle aujourd'hui, pas du tout lié à mon rabbinat, mais à ma vie. J'ai pris un taxi il y a quelques semaines, plus exactement un Uber, et en montant dans ce Uber, j'ai fait quelque chose que on fait toujours dans un Uber. J'ai mangé un bonbon, j'ai bu un peu d'eau, et j'ai branché mon téléphone pour le recharger. Et le chauffeur, qui apparemment était un musulman pratiquant, m'a demandé si je souhaitais écouter une musique particulière. J'ai dit non, peu importe, mettez ce que vous voulez. Et là a débuté une musique en hébreu.
J'étais sidérée, je me suis dit, je suis tombée sur le seul chauffeur musulman de Paris qui écoute de la musique israélienne. J'ai trouvé que c'était incroyable, donc je me suis construit dans ma tête, je me suis dit, c'est formidable, ça rompt avec tous les clichés que je peux avoir sur un enfermement de chacun dans son identité, justement, et ce communautarisme dont on parle tant. Une deuxième musique surgit, Noah, la chanteuse israélienne, et là je me dis c'est extraordinaire, donc je me tourne vers le chauffeur en lui disant mais j'adore cette chanson, et il me dit oui, la mélodie est magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, conversation, je suis scotchée. Troisième musique, Barbara. Là je me dis mais j'adore Barbara, c'est vraiment une de mes chanteuses préférées. Je dis cet homme est sans doute mon âme sœur. Je viens de la rencontrer là, en plus. Je ne sais pas si mon mari est dans la salle. Et il m'a fallu 4 chansons pour me rendre compte qu'en branchant mon téléphone, ça avait engagé ma playlist. Et donc j'étais en train d'écouter mes musiques. Mais je pense que cette anecdote est totalement liée à ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tous ce rêve qu'on va vivre aujourd'hui dans un monde où on pourra aller à l'encontre de clichés qu'on a sur nos identités, nos enfermements. Mais en réalité, derrière cette petite anecdote amusante, je crois ce qu'elle raconte est beaucoup plus sérieux que cela. C'est qu'en réalité, sur nos playlists, en tout cas, voilà, sur la mienne, il n'y a pas que de la variété française et il n'y a pas que des chansons en hébreu. Il y a plein de musiques. Mais en réalité, le propre du communautarisme dans lequel on est entré, c'est qu'il tente de nous faire croire que nous ne sommes que notre ancrage, que nous ne sommes que notre appartenance, et que cette appartenance est incroyablement monorhythmique, monolithique, qu'elle ne tolère plus aucune faille, qu'elle ne tolère plus aucune fissure. Et voilà cette richesse d'une pluralité. Le propre du communautarisme dans lequel on est, c'est qu'on n'est plus que juif ou musulman ou que quelque chose. Et moi j'ai l'impression que ça fait maintenant des mois et des mois, voire des années, que j'essaie de montrer que je ne suis pas que cela, que je ne suis pas que juive ou même pas que rabbin. Alors attends, je réenfile peut-être ma casquette rabbinique et je réagrafe ma barbe qui tient mal pour vous parler de ce qu'ont été un peu mes combats et mes pensées de ces derniers mois. Vous savez, on est souvent sollicités, nous leaders religieux, dans le débat, et bien souvent les voix des religieux dans ce débat sur la République, sur la laïcité, consiste à dire faites-nous une place, faites une place à la croyance ou au rite, faites une place à l'altérité que nous représentons. Alors que moi je pense que la question n'est pas là, et c'est pas du tout la question prioritaire. Moi la question qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de savoir de quelle manière, au sein des pensées religieuses aujourd'hui, la plupart du temps, on ne fait aucune place à l'autre. C'est-à-dire que c'est formidable de dire à une société faite de la place à l'altérité que nous pouvons représenter, quand bien souvent les discours religieux ne s'engagent absolument pas aujourd'hui dans une réflexion sur les visages et les figures de l'altérité. Or ces visages et ces figures de l'altérité, dans nos pensées religieuses, on les connaît très bien, on peut les nommer. Ça va être le non-croyant, le non-pratiquant, l'apostat, l'homosexuel, le mineur, la femme, et j'aurais dû commencer par elle, parce que le grand autre, c'est elle, bien entendu. Et c'est pas du tout un hasard que toutes nos pensées religieuses aient un problème avec les femmes et avec le féminin, puisqu'elles viennent toujours représenter cette altérité à laquelle on ne peut pas faire de place. Et au-delà de cette altérité, de cette côte d'Adam, c'est-à-dire de cette os de l'histoire qu'elles viennent représenter, eh bien, elles posent la question, bien entendu, de la pureté et de l'impureté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'invalider le discours obsessionnel de la pureté qu'on trouve malheureusement dans tous nos fondamentalismes. C'est d'ailleurs là-dessus qu'ils se rejoignent. Et ce discours obsessionnel de la pureté, il ne sera invalidé que si on fait au sein de nos pensées, dans un dialogue intra-religieux, de la place à toutes nos altérités. Mais au-delà de ça, que si on est capable de percevoir que nos identités elles-mêmes sont impures, sont contaminées, sont fertilisées en permanence. Et c'est là où la question de l'histoire est essentielle dans l'enseignement des religions. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Vous parlez du judaïsme, mais on pourrait parler ainsi de la même manière du christianisme et de l'islam. Le judaïsme tel que je le vis aujourd'hui, ou le judaïsme tel qu'il est aujourd'hui, est fondamentalement, incroyablement marqué par sa rencontre avec le monde gréco-romain, avec le monde perse, avec le monde musulman, avec le monde chrétien, aujourd'hui avec le monde de la République. C'est-à-dire qu'il s'est nourri et il a été fertilisé par ces rencontres. Il n'est rien d'autre que
si vous me permettez d'utiliser cette phrase, il n'est rien d'autre que ce sang impur qui abreuve son sillon. C'est-à-dire que cette impureté-là est constitutive des identités que nous avons construites, et le nier est à la fois erroné. C'est une fiction historique et c'est incroyablement mortifère. Voilà pourquoi je crois qu'il y a une urgence aujourd'hui à peut-être à penser ces impuretés comme étant constitutives et une fierté de nos identités. Et peut-être que là-dessus, la France, de la même manière qu'elle a une French touch dans le cinéma ou dans la musique, pourrait peut-être envisager une sorte de French touch théologique en travaillant ces questions-là. Merci. Juste, Delphine, il y a une thèse selon laquelle qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est précisément le nôtre. Hein. Absolument. C'est pas, voilà, ça va très très bien avec tout ce que... Voilà, moi j'ai absolument, mais je suis on a plutôt la à tort, on pense que c'est un autre sang, alors que moi je pense qu'il faut au contraire relire cette phrase aujourd'hui dans ce sens-là. Je passe la parole à Gérald Garuti, qui est auteur et metteur en scène, et auquel je cède le micro tout de suite. Merci Dominique et merci aux organisateurs pour cette journée essentielle. Effectivement, il y a une forme de paradoxe, puisque dans une ère où les discours prolifèrent, tous les petits discours, on se demande où est le grand récit. Et effectivement, c'est peut-être la première fois depuis longtemps dans l'histoire que nous n'avons pas, semble-t-il, en tout cas je parle en Europe, en Occident, d'horizon collectif. C'est-à-dire qu'il y a eu le salut, l'autre monde, il y a eu la raison, il y a eu les Lumières, le progrès, l'histoire, la révolution, l'utopie, et puis depuis 30 ou 40 ans, rien, à peu près rien. Sinon, sentiment que ces valeurs-là, ces horizons-là se sont effondrés, ces grands récits, dans une sorte de relativisme, dans une sorte de mécanique, d'individualisme, mais en même temps, on a pu se féliciter de la fin des utopies, puisqu'on sait que dangereuses, elles deviennent totalitaires, certes. Le problème, c'est qu'avec la fin de ces récits, il semble qu'un sens commun, et c'est bien ce qui nous réunit ici, se soit perdu. Et évidemment, ce qui rend cette absence encore plus cruelle, encore plus fatale, c'est que face à nous se trouve un récit qui, lui, est totalement constitué, totalement clair et totalement, lui aussi, fatal, c'est-à-dire le discours djihadiste, celui dont on parle depuis ce matin, avec ses héros, avec sa mythologie, avec son horizon, avec son salut. Bref, ce que nous n'avons plus. Et donc, la question qui se pose, c'est quel récit, qu'est-ce qu'un récit, et comment ce récit doit nous être essentiel. En quoi il nous est essentiel? Question qui a été posée par Gilles Wittgenstein. Un récit, ça s'écrit, donc ça se choisit, ça se construit. C'est un ensemble de mots, de personnages, de mythes, d'histoires. Donc ça se trame, et ça se trame avec du temps, avec des mots, autrement dit avec une dimension symbolique, avec une dimension fondamentale, transcendante, qui fait qu'on va sortir en effet du particulier pour atteindre un langage commun. Évidemment, le langage présuppose, et plutôt est présupposé par le récit. Il n'y a pas de récit sans un langage commun. Dans la journée, on a entendu d'ailleurs cet enseignant dont le témoignage était assez frappant de dire « ils ne comprennent pas ce qu'on dit ». Donc, comment non seulement écrire un récit commun, mais comment comprendre un récit commun? Comment partager un langage commun, avant même la question du récit? Et cette question-là, évidemment, suppose celle des valeurs. Et donc, cette construction du récit, évidemment qu'elle part d'un récit qui a été national, qui est un récit historique, avec ses valeurs constituées, avec la nation, avec la République, avec la laïcité, qui sont devenus des mots, en effet, des discours, apparemment, enfin, qui sont plus ou moins vidés de leur contenu pour certains. Et le problème, qu'évidemment, c'est bien là notre substrat. Et donc, comment l'incarner, comment le motiver? Et à mon avis, il y a une distinction importante à faire entre des paroles, entre des verbes qui sont des verbes qui s'incarnent. Vous avez parlé, Dominique Schnapper, effectivement, de cette actualisation, de cette mise en corps de ces mots, de ces valeurs. C'est fondamental. Sinon, les mots sont creux, ce qu'on a aussi entendu tout à l'heure. Mots creux, mots vides. Et je pense qu'effectivement, si le récit n'est pas simplement un récit mythologique, archaïque, un récit de nostalgie sur voilà ce qu'était la République, voilà ce qu'était la nation, mais s'il s'agit bien d'avoir un récit, eh bien ce récit continue de s'écrire. Et il continue de s'écrire en acte avec différentes formes. Évidemment, dans un siècle de l'image, ce sont des formes qui sont aussi des formes imagées, avec des œuvres, autrement dit, avec des textes, avec des paroles, c'est-à-dire l'histoire, la parole politique au sens le plus fort du terme, et pas seulement les discours politiques,
et les récits, les œuvres. Et par rapport à ça, la question des identités, à mon avis, est évidemment cruciale. Identité, on pourrait se dire que le récit commun, d'ailleurs c'est comme ça que la question est posée, face à des identités multiples, comment construire un récit commun? Je ne pense pas que ce soit face à des identités multiples, parce que si jamais le récit se construit contre ou face, à mon avis, c'est perdu d'avance, et qu'on reste dans cette espèce de rapport d'exclusion, et évidemment, les identités sont derrière, au-delà, en deçà de ce récit, ça veut dire nous et les autres. Et c'est précisément le problème auquel on se heurte aujourd'hui. Donc, la tentation, si vous voulez, abstraite de ce récit qui écraserait les particularités, ou de l'autre, des communautaristes qui tuent le récit commun, ce sont les deux écueils qu'il nous faut éviter. Et à partir de là, et ça, tu viens de le dire, nous sommes dans des identités qui sont elles-mêmes multiples. Nous sommes... Oui, impur, le sang impur, c'est le sang de ceux qui ne sont pas des aristocrates, mais qui sont le peuple, en effet. Nous sommes mêlés, nous sommes des identités croisées. Nous sommes traversés par des identités multiples. Donc la question, c'est dans ces identités qui sont dynamiques, qui sont évolutives, comment travailler ces identités et ne pas en faire une fatalité, un déterminisme. On ne naît pas, alors on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas ceci, on le devient. Ça se construit. Donc il n'y a pas de destin de l'identité. Autrement dit, l'identité elle-même est un récit. C'est-à-dire que l'identité est construite par des récits. Les récits qu'on entend, les récits qu'on se fait, les récits qui sont à l'école, qui sont à la télé. Qu'est-ce qui nous travaille? Par quoi je suis parlé? Qu'est-ce qui me fait dans mon récit? Comment je peux croiser des récits? Comment je peux choisir mon récit et ne pas le subir? Et subir, par exemple, un récit djihadiste une fois que j'aurais perdu tous les autres récits où je me serais senti hors du récit commun. Et donc, cette question du récit qui travaille l'identité, c'est pour moi la condition du récit commun. C'est-à-dire qu'à partir de là, le récit va se construire avec ces identités-là, ces identités multiples. Évidemment, le problème, c'est les identités qui refusent le commun. Et c'est bien le cas limite, c'est que là, à un moment donné, on ne peut pas raisonner, c'est ce que vous disait Dominique Schnapper, les identités qui sont exclues, enfin qui ne veulent pas ce commun. Et donc s'il y a ce refus du commun-là, je pense qu'il faut nommer son ennemi, ça a été dit aussi aujourd'hui, dire voilà, ces identités sont hors de notre récit commun. Mais il me semble donc, et pour conclure et tenir dans les 5 minutes, il me semble donc que ce récit commun, eh bien, il est en train de se construire ici. C'est-à-dire que ce type de parole, ce type d'échange fondé, réfléchi avec des artistes, des philosophes, des intellectuels, la société civile, avec tout le monde, c'est exactement à mon sens ce qui permet d'écrire ce récit. Et l'écrire avec, ça a été dit aussi, une culture dont nous pouvons porter et faire résonner le sens, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire comment on peut construire ce sens collectif. Merci. Merci beaucoup Gérald. Raphaël, Gérald vient de dire notamment que le récit commun, ça ne va pas être seulement des mots mais aussi des actes, pas seulement l'histoire mais aussi une projection vers l'avenir, que ça ne va pas opposer les identités multiples au commun mais que ça devait les articuler. Alors comment réagissez-vous ? Je crois qu'en amont d'un récit commun ou de la construction d'un récit commun, il faut s'interroger sur les conditions de possibilité d'un discours commun. Et les conditions de possibilité d'un discours commun, c'est paradoxalement la récusation de l'unanimité. On est dans un discours commun quand on est dans un discours qui accepte de penser contre lui-même et qui récuse l'unanimité comme un danger. L'unanimité étant le propre du communautarisme, c'est-à-dire de la valorisation comme telle d'une appartenance quelconque, quelle qu'elle soit. Cette valorisation stérile est stérile précisément parce qu'elle tend à l'unanimité. L'autre modalité de l'unanimité, c'est ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité, ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire tout simplement l'idée que toute parole dissensuelle dans la société, toute parole iconoclaste est une parole immédiatement recouverte par ce qu'il convient de dire ou ce qu'il convient d'en penser, et à cet égard qui n'est pas entendu. La condition de possibilité d'un récit commun, c'est un discours commun, et la condition de possibilité d'un discours commun, c'est l'art de penser, non pas par soi-même, ce qui n'a aucun intérêt, parce qu'en général, quand on pense par soi-même, on pense tout seul, c'est-à-dire comme tout le monde, mais de penser contre soi-même. Et il y a, de ce point de vue, je voudrais donner juste 2 exemples dans l'histoire des idées, 2 exemples canoniques. Le premier, c'est Montaigne. Montaigne, dans les Essais, élabore, théorise ce qu'il appelle l'art de la conversation. Or, l'art de la conversation, l'art de conférer, chez Montaigne, repose sur un talent tout à fait particulier qui consiste à se sentir plus fier de la victoire qu'on remporte sur soi-même quand on s'incline devant les arguments de son adversaire que de la victoire qu'on remporte sur lui à cause de sa faiblesse. Imaginez un instant que les hommes politiques, il y en a un qui arrive bientôt, pratiquent cela.
C'est-à-dire que dans un débat, l'un dit à l'autre « Ah, monsieur Valls, c'est vous qui avez raison ». Et l'autre répond « Ah non, monsieur Sarkozy, c'est vous qui avez raison ». Je veux dire, on voterait des deux mains pour des hommes politiques assez forts pour penser contre eux-mêmes. C'est-à-dire pour des hommes politiques assez stables, assez consistants, pour être capables de reconnaître à l'autre qu'ils ont raison. Le problème, c'est qu'un débat politique en démocratie, et c'est aussi la loi du genre, un débat politique en démocratie produit fatalement le désir non pas d'employer la raison, mais d'avoir raison de l'autre. Ce qui, du coup, prenant les atours de la raison, débouche sur des malentendus infinis. On a des gens qui prétendent s'affronter à coups d'arguments, alors qu'en réalité, ils n'ont pas changé d'opinion. Aucune communauté ne résulte de la juxtaposition des opinions. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est Raymond Aron, cher Dominique, parce que le travail que faisait Raymond Aron sur la gauche et la gauche marxiste dans les années 50, pendant les années de plomb, était un travail qui visait uniquement à nouer un dialogue, et c'est un dialogue que le camp d'en face lui a refusé. Et c'est le refus de ce dialogue, c'est l'impossibilité de discuter avec celui qu'on a préféré enfermer dans l'idée qu'on s'en faisait, qui est à l'origine de dissensions profondes et dont la gauche d'aujourd'hui d'ailleurs fait encore les frais. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Et enfin, le dernier point, c'est, juste pour vous donner un exemple et pour être aussi bref que mes camarades, le dernier exemple que je voudrais prendre, c'est évidemment le plus triste d'entre eux. En 2006-2007, enfin quand Charlie Hebdo a eu le courage de publier les caricatures du Jyllands-Posten, des tas de bons esprits bien pondérés, bien sages, ont dit « La liberté d'expression, c'est sacré, mais le respect, attention, le respect ». Et ce discours de sagesse dont Tocqueville aurait dit que c'est le discours d'une volonté exténuée qui prétend faire cohabiter des principes contradictoires. Ce discours de fausse sagesse, ce discours de pondération, ce discours de pusillanimité maquillé en pondération est à l'origine de tragédie. Est à l'origine de tragédie parce qu'il préserve les dissensions qu'il refuse d'explorer, qu'il refuse d'examiner. Et puis, l'argument selon lequel on ne jette pas de l'huile sur le feu en ce moment est un argument tout simplement monstrueux. Quand la société sera-t-elle suffisamment pacifiée pour qu'on puisse se moquer pacifiquement les uns des autres? Celui qui dit « il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu en ce moment » laisse entendre qu'il ne faudra jamais le faire. Toute personne qui ancre son propos sur le moment est une personne qui à cet égard se fourvoie. Bref, moi, il me semble que la condition de possibilité, véritablement, je crois, d'un discours commun, c'est de protéger d'abord l'opinion qu'on n'a pas et convertir sa propre opinion en argument et donner par là même à l'autre la chance de nous contredire et de l'emporter sur soi. Il n'y a pas de communauté à l'intérieur de laquelle... Il n'y a pas de communauté possible là où l'on ne peut pas s'engueuler. Et quand les gens disent « il faut raison garder », ils entendent en général « mettez sous le boisseau les sujets qui fâchent hein. Laissez de côté les sujets qui fâchent. Ne parlons pas des sujets qui fâchent. » Or, raison garder, ça ne veut pas dire ça. Raison garder, ça veut dire être le gardien de la raison. Et être le gardien de la raison, c'est exposer ses propres certitudes, ses propres convictions au feu d'arguments qui ne sont pas les siens. Et sans cela, il n'y a pas de communauté. Merci. Bien, nous allons écouter maintenant Jean Birnbaum, qui est journaliste, philosophe, et qui vient de publier Un silence religieux. Cher Jean, c'est à vous. Oui, merci. J'aurais dû me battre au début, ça devait être par ordre alphabétique. J'ai pas osé, j'ai dit mais non, honneur le talent d'abord, les dames d'abord aussi. Évidemment, passer après Raphaël, c'est toujours... il faut une sorte de sursaut d'orgueil. Écoutez, pour aller vite, moi aussi... Je voudrais parler parce que c'est un des sujets du jour quand même, le djihadisme. Le djihadisme, il propose du commun. C'est un discours commun, d'ailleurs Gérald l'a dit. On voit souvent le djihadisme comme une sorte de revendication particulariste, comme face à quelque chose qui serait universel. Mais non, le djihadisme face à la République, par exemple, c'est le choc de deux universalismes. Et le djihadisme fabrique beaucoup de communs. Il est peut-être même aujourd'hui le seul commun, effectivement, qui aimante assez les identités pour qu'elles aient envie de se dissoudre, de s'éclater dedans. Vous savez, moi, dans le livre que vous avez cité, j'ai un chapitre qu'on m'a reproché où je compare les brigadistes, les jeunes hommes qui partaient en Espagne dans les années 30, et les djihadistes qui partent aujourd'hui en Syrie. Et le but est de montrer les points communs pour exhiber les différences qui sont évidemment tout à fait radicales dans le rapport
à la vie, à la mort, à la politique, à l'histoire, mais il y a des points communs. Et notamment, il y a des courriers. Quand on regarde, moi j'ai pas d'anecdote sur les taxis, mais quand on regarde, il y a des courriers, par exemple, qui montrent une fraternité supérieure. Aujourd'hui, on a des courriers de jeunes djihadistes qui expliquent à leurs frères, qui leur disent « mais reviens en France, qu'est-ce que tu fous là-bas, c'est très dangereux ». Qui disent « mais non, moi maintenant, tu n'es plus vraiment mon frère, tu es mon frère biologique, moi j'appartiens à une fraternité supérieure qui est la fraternité de l'entraide des musulmans, l'entraide mondiale des musulmans ». Et puis dans les années 30, il y avait exactement la même chose. On a des lettres de jeunes ouvriers qui étaient partis voler au secours de leurs frères socialistes, libertaires ou autres en Espagne, et à qui leurs frères biologiques envoient des lettres en disant « mais qu'est-ce que tu fous? Tu risques vraiment des choses très très dures, tu vas mourir là-bas, ça n'a pas de sens ». Et ils disent « mais si, la fraternité dans laquelle je m'inscris aujourd'hui, c'est une fraternité supérieure à la fraternité que tu me rappelles, que tu me proposes, cette fraternité biologique ». Donc c'est en fait, ce que je veux dire par là, c'est que oui, à un moment donné, pour fabriquer du commun, un commun qui permet aux uns et aux autres de transcender leur identité, de ne pas se raccrocher toujours à une origine qui est elle-même toujours toute une histoire et toujours aussi un peu fantasmée, eh bien il faut un commun qui est porté par une espérance et qui vient tendre la temporalité vers quelque chose qui est un au-delà. J'en parlais tout à l'heure cet après-midi, un au-delà du monde présent, un au-delà du monde tel qu'il est, de ses injustices, de ses guerres, de ses contradictions. Or, aujourd'hui, le seul au-delà pour lequel des milliers de jeunes sont prêts à mourir, mais surtout le seul au-delà qui permet à beaucoup d'identités très multiples, c'est pas tous, vous savez, pas tous des déshérités, pas tous des immigrés, non, c'est des gens de tout profil qui viennent tous tendre vers un horizon commun. Et oui, il y a un discours commun qui aimante des milliers de jeunes à travers le monde et notamment en France. Alors ce récit commun qui autrefois pouvait permettre ça, effectivement, Gérald Garotti l'a dit aussi, c'était le récit, alors on a parlé du récit national, il y avait le récit internationaliste. Moi j'appartiens à une génération qui a été un peu traumatisée par les mots de François Furet, qui aimait bien Raymond Aron. François Furet qui a dit, nous voilà, après la chute du mur de Berlin, il a dit, nous voilà désormais condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. C'est-à-dire, il n'y a plus d'alternative possible au monde tel qu'il est. Et bien, c'était la fin d'un récit. En tout cas, c'était la fin d'un récit dans lequel beaucoup de gens s'étaient inscrits et qui faisait que la gauche, pendant très longtemps, a roulé les mécaniques. La gauche était convaincue d'avoir les clés de l'histoire, de savoir où allait l'histoire, et ça lui permettait, mais ça c'est un autre chapitre, de fermer les yeux sur, par exemple, la dimension islamique du programme du FLN en Algérie, sur la révolution iranienne et sa dimension aussi anti-impérialiste, mais aussi islamiste, évidemment. Ça lui permettait de fermer les yeux là-dessus parce qu'elle était persuadée, la gauche, qu'en dernière instance, comme on disait, eh bien, ces gens, les opprimés, après un long détour par des illusions que le progrès allait diluer, eh bien, finiraient par se rallier. Voilà, au grand récit commun, oui, de la gauche qui est dans le vrai. C'est Sartre qui disait « Le progrès, je ne sais plus la citation, le progrès, voilà, ce long chemin ardu qui mène jusqu'à moi. » Voilà. Mais la gauche, très longtemps, ça a été ça. Eh bien, aujourd'hui, le problème, c'est que, et je terminerai par là, quand on veut faire face au djihadisme, parce que c'est l'un des sujets d'aujourd'hui, du jour, du sursaut, eh bien, quand on veut lui faire face en rappelant juste l'idéal républicain, on galère un peu, parce que le djihadisme, c'est une idéologie effectivement mondiale, qui aimante mondialement. Et quand on convoque le pauvre maire de Molenbeek en lui disant « mais vous n'avez rien vu, mais comment c'est possible dans votre quartier ?» alors que les gens qui tuent à Molenbeek ou qui sont issus de Molenbeek le font avec les mêmes gestes, les mêmes mots, une communauté de gestes et de textes qui est la même donc au Kenya ou à Paris, on se plante un peu. Le récit national, le grand récit national, ne permet pas de faire face à la menace djihadiste. La menace djihadiste, le discours commun du djihadisme est un discours, et le seul discours commun aujourd'hui, qui non seulement aimante beaucoup de jeunes, mais qui défie le grand discours du capitalisme globalisé, et qui le défie violemment et dans le sang. Et donc ce que je veux dire par là, et je conclurai comme ça, c'est que si on veut recréer un commun capable de faire face à ce grand commun meurtrier et sanglant, eh bien forcément il va falloir se reposer la question d'un au-delà, peut-être d'un au-delà profane, d'un au-delà spirituel, avec ou sans Dieu, chacun choisira, mais on ne pourra pas recréer du commun s'il n'est pas sans frontières et s'il ne tend pas vers autre chose. Il faut absolument qu'on propose à la jeunesse et à toutes les identités, non pas de s'effacer, mais de pouvoir rejoindre ou participer à un grand discours qui donc est tendu par une espérance, elle-même tendue par une volonté d'au-delà et d'autre chose et d'alternative. Merci beaucoup.